On a souhaité pour cette conversation, on va dire, de bien poser le thème. Enfin, on a choisi la thématique plutôt, pardon, de l'interactivité, et c'est de laisser parler nos 5 intervenants. Margarita nous a rejoint, Margarita Balzarani, qui est commissaire d'expo, critique, et puis en quelques mots, peut-être présenter aussi, mais l'idée, c'est vraiment de partir de cette question de l'interactivité, de l'image. On a vu avec la question de Marc et Monticelli tout à l'heure que ce n'était pas simple, que soit l'image était interactive, soit effectivement c'était cet entre-deux qu'il était, comme on a vu hier. Donc voilà, je vous laisse la parole. On a souhaité vous permettre d'animateur, puisqu'effectivement, voilà, on pense que sous forme de conversation, ça peut être intéressant. On va expérimenter ça. Et voilà, je passe le micro. On va repartir sur la question tout à l'heure. Et c'est ce petit dialogue que vous avez eu sur cette question d'image interactive. Donc je repars sur la question d'interactivité. Juste pour situer, je pense que je suis le seul ici dans les sciences humaines. J'ai vu que vous étiez tous plutôt dans les sciences humaines ou l'art. Moi, je suis dans un labo de maths. Et donc l'interactivité, elle est liée au modèle mathématique qu'on simule, qu'on visualise sur un ordinateur et qu'on manipule en temps réel. Voilà. Donc effectivement, je n'ai pas forcément le regard que vous avez du regardant du scénario, etc. Nous, on produit des images de science et on interroge ces images de science, d'où mon questionnement. Ce que tu appelles des images de science, c'est la production d'images interactives de quel type? Type fractal. C'est-à-dire qu'on a des modèles mathématiques qui décrivent le monde, la physique, et on les visualise sur l'écran et on interagit dessus en temps réel pour voir ce que le modèle a dans le ventre, pour voir son comportement, pour faire une intuition de comportement du modèle. Donc ça peut être en biologie, ça peut être en physique, ça peut être dans les mathématiques, ça peut être des fractales. Et donc on a cette... Quand on interagit sur le modèle, on génère des images issues du modèle qui peuvent radicalement changer. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est comment le modèle génère des images radicalement différentes, le changement d'état. Donc c'est vrai que du coup, les préoccupations sont un peu différentes. Alors moi, juste pour rebondir par rapport aussi... J'ai oublié de présenter Florent Deloison. Florent Deloison, qui est un des artistes qui a une pièce exposée dans la salle. Bonjour Étienne. Bonjour. Moi, je pense que là, c'est vrai qu'il y a une espèce de différence un petit peu de fond de quel côté on se trouve de cette manière de l'écran. C'est-à-dire que les gens des sciences dures se trouvent finalement dans cette informatique que nous on appelle l'informatique un peu lourde, un peu calcul. Et effectivement, il y a une visualisation. Et cette visualisation, elle est interactive. C'est aussi le même débat qu'on a eu dans les années 80 avec les gens de l'image de synthèse. Je disais que l'image de synthèse est interactive, quand en fait elle se fabriquait interactivement, mais elle n'était pas encore interactive. C'est justement simplement le seul vidéodisque qui était de l'image manipulable. Donc on arrivait à manipuler l'image. Donc nous on se place du côté de l'utilisateur, du joueur, de l'autre côté. On ne se place pas dans la machine. Pour bien typer un petit peu les deux préoccupations, en fait, ce dont on s'occupe, ce dont on se préoccupe. C'est donc nous, on est du côté des usages et on essaie de comprendre la technique à partir de l'usage. J'imagine que ça se place aussi des deux côtés de l'écran, c'est ça que vous voulez dire. Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est de manipuler une image qui est produite par notre interaction. On change des paramètres. Je sais pas, je prends un pendule, je le manipule, je le lâche, je regarde ce qui se passe, je le mets dans du miel, qu'est-ce qui se passe, et je le lance, qu'est-ce qui se passe. Alors ça, c'est très simple, hein, c'est plus pour les aspects éducatifs. L'idée, c'est de pouvoir jouer avec l'image interactivement. Alors avec un iPad, c'est extraordinaire parce qu'on est dans le tactile, et de comprendre son comportement, d'avoir une intuition du comportement de l'objet au travers de l'image et de l'action que j'ai sur l'image, sans même avoir à aligner mes pages de calcul. Parce qu'en fait, en physique, en mathématiques, il y a plein de problèmes qu'on ne sait pas résoudre. Et par contre, la machine sait les calculer. Et en fait, on les résout au travers de la machine qui nous donne un résultat visuel.
et sur lesquels on peut essayer de commencer à comprendre. Il y a une publication de 78 sur le chaos, qui est un mécanisme de transition vers le chaos, qui a été découvert uniquement en jouant avec une courbe interactivement, et ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas eu la possibilité à la fois de visualiser et d'agir en temps réel sur ce qu'on voyait. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais là, ça tourne 2 fois, ça tourne 4 fois, mais pourquoi, comment, on revient en arrière, on avance. Et si on n'a pas cette notion de temps réel, d'action sur l'objet mathématique, on ne peut pas faire ces découvertes-là. Et alors c'est très très particulier, c'est très peu développé. Ce qui est étonnant, c'est qu'on manipule beaucoup d'images, mais on ne manipule pas beaucoup les modèles qui génèrent les images directement. Et voilà, donc nous, pour ça qu'on est aussi placé du côté de l'usager. On propose des visualisations différentes suivant ce qu'on visualise, parce qu'une fois c'est des réseaux de neurones, une fois c'est des avalanches, une fois ça peut être une physique classique. C'est bien que tu sois là. Mais je dis juste c'est bien que tu sois là parce qu'on fait la distinction entre la visualisation et le visionnement, ou le visionnage. C'est-à-dire que quand vous avez l'image saisie, enregistrée, qui est déjà existante, vous pouvez la rendre interactive en rajoutant des calques, des couches, il y a toute un tas de méthodologies. Alors souvent on entend effectivement ta remarque là-dessus, une image interactive, quelque chose dont on peut changer le contenu, enfin, qui contient les éléments sur lesquels on peut agir. Et moi j'étais dirigé dans ma thèse par un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Weisberg qui avait forgé le terme d'image actée, c'est-à-dire une image qui reçoit un acte, etc. Et moi j'ai substitué ou complété avec l'image interagie, parce que justement avec le point de vue, c'est pour ça que ce rapport point de vue du contenu il est important, parce que dans les visualisations tu peux aussi changer d'échelle, et là tu es plutôt en train de travailler sur le point de vue. Alors que si tu changes le modèle comportemental, donc un des paramètres du comportement, ou de l'équation qui fait qu'à telle entrée correspond telle sortie, et bien là tu es plutôt à la fois pas dans le contenu de l'image, mais dans le soubassement qui est derrière l'image. Et c'est vrai que c'est bien que tu sois là aussi pour représenter. Ouais, alors en fait, donc finalement, tu parlais en fait que l'importance du temps réel dans la visualisation de l'image. Et en fait, je pense que aussi ce qui est important, c'est que finalement, on pourrait avoir 2 temps face à l'image interactive, c'est-à-dire un temps décalé et puis un temps réel. Par exemple, si je joue à un jeu d'échecs, finalement, l'image qui va être générée va être préparée à l'avance, c'est-à-dire on va finalement encoder, on va préparer le programme pour générer l'image. Quand dans d'autres cas, dans des jeux vidéo par exemple, on va avoir une visualisation qui va être vraiment dans un temps réel, c'est-à-dire des inputs qui sont traités très rapidement. Et toi, Florent, par exemple, la pièce que tu exposes de l'autre côté, on voit qu'il y a un système interactif, donc c'est-à-dire qu'on a une manette de jeu, on interagit sur c'est un jeu, on interagit sur la séquence ADN et on transforme une image. Voilà. Quel est le choix de cette interactivité? Pourquoi cette interactivité? Et comment tu l'as pensé justement pour le joueur modifier une image et notamment ton portrait d'artiste? D'accord. Alors moi, en fait, ce qui m'intéressait, c'est qu'on puisse modifier une image, alors sans modifier en fait son code, le code qui la compose, les pixels qui la composent, mais en utilisant en fait l'imaginaire, on va dire, et les techniques qu'il y a derrière l'ADN. Après, je m'intéresse beaucoup à l'ADN, etc., aux recherches sur la génétique. En tout cas, comme base, après, je m'en fous de savoir comment ça fonctionne réellement, etc. Enfin, le réalisme scientifique ne m'intéresse pas parce que je suis dans le serious game, etc. Et donc, je voulais que les joueurs, en fait, puissent utiliser le jeu vidéo, en fait, comme un outil qui va permettre, en fait, de modifier et de générer cette image. C'est-à-dire c'est une image vraiment qui est générée, et c'est un portrait de l'artiste qui fait référence, par exemple, à toute la tradition du portrait en peinture, le portrait Rembrandt, le portrait en photographie, sauf que là, en fait, c'est le joueur, à travers l'imaginaire de la génétique, du petit vaisseau miniaturisé qui, à l'intérieur de mon corps, en fait, il faut jouer pour voir tout ça, qui va pouvoir en fait défoncer un portrait dont on a une image. Et il y avait un autre jeu que j'avais fait avant qui s'appelait Hommage à New York, où c'était un casse-briques, où au lieu de casser des briques, en fait, on cassait le code du jeu lui-même. Donc là aussi, on interagissait sur le code en fait pour
démonter le jeu, démonter l'image, régénérer l'image. Et donc là, on cassait directement le code lui-même du jeu, alors qu'ici, on casse un code génétique qui est mappé, ou en tout cas qui est par-dessus un code informatique. C'est-à-dire on est dans une part d'imaginaire. C'est vrai que toutes les installations artistiques ou tout ce qui va toucher un peu à la limite, ça interroge très souvent la manière dont fonctionnent les choses, nos attentes, même notre imaginaire. Et de ce point de vue, l'image interactive, finalement, c'est pour ça qu'on s'est rencontré avec Étienne c'est aussi issu de la vidéo temps réel. Dès lors que, moi j'aime bien quand même rappeler dans ce contexte qu'à la fois tu as les modèles mathématiques et tout ce qui va être de l'ordre de la programmation, qui génère du comportemental. On peut imaginer une petite araignée, on sait comment elle se déplace, si elle tourne, si des robots virtuels finalement, parce que par exemple il y a plein d'automates qui sont simplement des images au départ, et puis après on va les concrétiser, et c'est tout un champ extrêmement important qui élabore maintenant des amphis, des voitures, tous vos objets quotidiens, ils sont élaborés de manière, entre guillemets, interactive avec des gens qui dialoguent avec un ordinateur, qui font de la CAO. On connaît l'Assosystème qui fait une chaîne de production entre Katia, SolidWorks et autres. Donc, beaucoup de choses du monde sont fabriquées déjà, résultent des interactions avec des images. Donc ça, c'est quand même déjà un point central. Et puis, de l'autre côté, on a une branche qui est quand même un peu moins connue, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de se brancher sur ces... Par exemple, Étienne, moi j'ai envie que tu nous parles de la magnétoscopie architecturale. Oui, tout à fait. Alors moi je suis tombé dans toute cette affaire-là au tout début des années 70. J'étais au Beaux-Arts, je finissais mon d'architecte. Et en fait, il y avait quelque chose qui arrivait là, qui était un truc extrêmement bizarre, la simulation architecturale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était au début de ces caméras endoscopiques, des petites caméras vidéo, donc dans une salle, il y avait des rails au plafond, il y avait un endoscope suspendu. Hein. Moi j'ai fait une maquette ouverte par le haut. Voilà. Et en fait, on avait déjà un joystick et un écran télé. Et on était en train de balader cet endoscope dans la maquette pour avoir une impression. Et on avait l'impression, c'était absolument magique à l'époque, parce que ça a toujours été le rêve des architectes, qu'on va, avant qu'on construise quelque chose, on va se balader dedans. Hein. Donc c'est pour ça l'obsession de l'image et tout ça vient de cette époque-là. Hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà avec la vidéo, donc ça veut dire que la vidéo était encore, enfin, que cette computation, qui sera après, c'était voilà, calcul, c'était simplement de l'électromécanique. Hein. On était en train de déplacer une caméra. Donc la maquette n'était pas non plus virtuelle, la maquette était réelle. Mais l'image était déjà virtuelle et le déplacement était virtuel. Voilà. Donc c'est vraiment un petit peu l'archéologie de cette affaire-là, et on pourrait refaire d'ailleurs un boulot à faire, de voir dans tout ce qui est art vidéo et dans tout ça, donc comment finalement cette branche de la vidéo participative, des installations, des performances, finalement, parce que quand même, un des synonymes du mot, le mot interactif est venu après. Avant, on parlait de participation, hein, on parlait de ces choses-là. Et on était en train de faire des choses qui étaient quand même de l'ordre de cette relation, de cet échange avec l'image via l'image. Hein. Donc c'était vraiment les débuts de la vidéo, c'était quelque chose d'absolument magique. On arrivait à filmer, on se filmait soi-même. Il y avait déjà du feedback. Le feedback vidéo, c'est déjà des fractales hein, qui se génèrent simplement parce qu'on met une caméra sur. On branche la caméra sur sa propre image, sur un écran, et ça fait des fractales. Comme on a dans la salle beaucoup d'étudiants en art, recontextualiser aussi, tu parles des années 70, peut-être il est intéressant aussi de recontextualiser qu'au début des années 60, en 63 plus précisément, Nam June Paik détournait en fait pour la première fois, et donc il présentait, par ailleurs c'était une très belle exposition qui touchait aussi à des expériences musicales avec John Cage, avec Christian William, avec Lefort. Mais en tout cas, cette intervention que Nam June Paik faisait en 63 en Allemagne et ses premières expériences sur la télévision, qui était un médium passif, donc, sur lequel on ne pouvait pas interagir,
par le biais de aimant, en fait, on a eu le premier pas, effectivement, dans l'histoire de l'art, des prémices de l'interactivité. Oui, voilà, prise sur l'image directement. Et ce qui est rigolo, c'est que Najm Park, évidemment, est très très connu. Et de l'autre côté, Ralph Bauer, le bonhomme en noir et blanc qu'on voit avec Tennis Programming, là, ces deux pavés qui renvoient là-bas, et bien lui, en 58, on lui commande, c'est documenté dans ma thèse en ligne, et on lui commande l'idée de qu'est-ce que tu pourrais faire comme télévision interactive. Et son idée est très proche de celle de Najm Park, parce que comme il s'occupe de réglage, et donc évidemment de la manière dont le faisceau, le spot, le faisceau électronique, le canon dirige un faisceau, et ben il va simplement avoir une idée, et ça va l'obséder jusqu'à qu'il aboutisse cette Maniabox ou des premières consoles purement électroniques. Il se dit, si on règle et qu'on dérègle un peu à la façon des aimants, on pourrait du coup entretenir un rapport jouable, un rapport interactif jouable avec ce qui s'apparenterait donc à une sorte d'univers un peu simulé, et puis on se souvient qu'on va mettre sur la télé des sortes de décors transparents, on va plaquer en décalcomanie sur la télé pour dire on est sur un jeu de foot, on est sur un jeu de télévision, ça. Et du coup, c'est la même, on voit bien comment les intuitions vont être cumulées, quoi. Et on a une volonté quand même d'expérience vidéoludique, c'est-à-dire qu'on voulait véritablement s'amuser. Il y avait un truc sur la télé de oui, voilà. L'interface, c'était vraiment pour pouvoir interagir sur l'image et faire autrement l'art vidéo. Est-ce que c'est la différence dont tu parlais tout à l'heure entre visualisation et visionnage? C'est ça, dans la visualisation, il y a cette action qui est intégrée au visionnage? Non, la visualisation, c'est un terme qui est souvent réservé à l'image générée, c'est-à-dire qu'on visualise des données, on visualise un radar, l'image radar est une image de visualisation. Vous avez des vaisseaux, des avions qui ne sont pas très loin, et vous voyez le spot correspond à. On visualise le signal, d'accord? On visualise quelque chose qui est en temps réel, ou qui n'est pas figé. Tandis que le visionnement, voilà, c'est le terme réservé pour le cinéma, pour tout ce qui est image enregistrée. Et juste pour situer le débat entre magnétoscopie, parce que finalement on en arrive aujourd'hui quasiment à penser que l'image interactive, elle est apparue simultanément sur plusieurs fronts, que dans tous les cas on a une image interactive qui a des propriétés différentes et qu'aujourd'hui elle s'imbrique, on a essayé de le montrer. Il ne faut pas opposer d'un côté la vidéo, mais c'est vrai que quand j'ai rencontré Étienne, moi j'étais sur les jeux vidéo et qu'il me raconte cette histoire de magnétoscopie, d'endoscope, et ben, je me suis dit, mais c'est effectivement la déambulation du jeu 3D en shoot 'em up. Et donc, qu'est-ce qui compte là, si on se place du côté du sujet, c'est que je modifie l'image. Et quelque part, à certains égards, c'est encore on a des débats actuellement là-dessus, mais les images, les photographes, parce qu'on y a une tradition de la photographie, etc. Un photographe, quand il cadre, l'image optique est déjà une image virtuelle. Et quand on décide de se reculer avant de saisir, on est en train de négocier avec une image virtuelle qui est presque interactive. Alors, elle n'est pas interactive parce qu'il n'y a pas des fonctionnalités déposées dedans, enfin, ça reste. Et voilà, en tout cas, on a une relation interactive avec une image qui ne l'est pas réellement en tant que telle à ce moment-là. Non, c'est pour ça que j'ai démarré sur cette fabrication interactive. La fabrication, on va appeler maintenant des images techniques, des images modernes, hein, et effectivement toujours un petit peu déjà interactive. Dans la négociation avec le. On a vu la pièce hier de Paul Cause, notamment la dernière pièce que vous montrez, où à la fois Benjamin ou Samuel, chacun avec une caméra, nous refont une vision, voilà, on est vraiment c'est ce qu'on parle de la forme. Et moi, ça me permet une question, c'est celle, effectivement, cette interactivité, mais en exposition. C'est-à-dire qu'on voit l'interactivité dans le dispositif, mais une fois en exposition, j'ai l'impression que soit le public n'est pas encore habitué à manipuler dans un espace d'expo comme il le ferait chez lui, mais on voit qu'il y a une certaine gêne, une certaine appréhension à aller vers ces dispositifs. Il y a quelque chose qui n'est pas encore intégré là. Ça, je pense qu'il est très bien expliqué dans l'ouvrage de Jacques Rancière, Les spectateurs émancipés. Par ailleurs, on peut citer juste un ouvrage qui pourra alimenter ces réflexions. Mais je pense que ça, c'est traditionnellement l'attitude du spectateur face à une œuvre, c'est tout à fait dû au fait que dans les œuvres, dans les musées, on ne touche pas les œuvres. Il faut avoir beaucoup travaillé dans une institution qui a vraiment promu l'esthétique relationnelle de Nicolas Bourdieu, c'était le Panettocio
pas forcément d'images interactives, mais on demandait souvent aux spectateurs d'intervenir. C'était très très difficile de voir que les gens puissent s'approprier autrement d'une œuvre. Mais bon, après, on part toujours pour recontextualiser. Au moment où Duchamp met le livre qui demande aux gens, c'était pendant le surréalisme, cette œuvre qui s'appelle Prier de toucher, c'est une provocation et c'est aussi une invitation à pouvoir faire en sorte que ça arrive. Oui, je crois qu'il y a aussi une autre différence assez fondamentale dans l'exposition et dans les musées, c'est qu'il y a une espèce de différence avec les œuvres interactives et effectivement, je ne sais pas, vous voyez des tableaux, vous êtes dans une situation à la fois individuelle et aussi collective, donc de contemplation. Tandis que quand vous êtes dans une situation d'expérimenter finalement quelque chose d'interactif, des fois, alors nous on a travaillé là-dessus, donc nous ce qu'on appelle, c'est comment faire un spectacle interactif, comment spectaculariser l'interaction. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit finalement enlever de l'interaction, parce que si on n'est pas, il y a une différence entre le rapport individuel et le rapport collectif. Donc, entre la première personne active et entre la personne qui va vous regarder faire ce que vous faites. Donc il y a une espèce de différence d'incompréhension si on n'arrive pas cet aspect-là. Et ça veut dire qu'il faut réduire la spécificité de l'interaction pour qu'elle soit compréhensible par une troisième personne qui est un regard extérieur à la situation interactive. Ça rejoint, je pense, la conférence de Gosselin hier, ses travaux pour enfin, certains ensemble. Et donc le joueur spectateur, enfin, la spectacularisation de l'interaction, si je joue, je fais quelque chose, c'est ça qui a apporté l'interactivité gestuelle sans contact. On est avec une Kinect ou avec quelque chose qui directement nous capture, nous capte avec une caméra. Et bien c'est ça qui est fascinant, c'est que si vous êtes dans un musée ou à la maison et que vous êtes en train de danser, quelqu'un arrive, voit le rapport d'un côté une image qui bouge, de l'autre votre corps, il se dit tiens, il semble qu'il y ait une synchronisation entre les deux, des rapports de cause à effet, et il commence effectivement à élaborer une analyse de la situation, et donc le spectateur est aussi, non pas seulement, alors il reste contemplateur, il reste dans un rapport contemplatif, mais il interprète une activité, il interprète une interaction. Alors que si on regarde un tableau ou même un film, on interprète une interaction, mais on n'est pas en train de rechercher les causalités temps réel. On est immergé dans le monde. Et du coup, ça ramène à une deuxième propriété, je vais passer à voir la passer. S'il y a des questions aussi, c'est que toutes les images interactives ont une double grille de lecture. C'est qu'on appuie dessus une grille de lecture représentationnelle. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il y a? Comme on regarderait une image de photo, de cinéma, ce qu'on veut. Et simultanément, si on établit un rapport avec elle, on se dit sur quoi puis-je agir? Quelle est ma marge de liberté? Quel est mon champ opératoire? Comme je l'ai appelé, en référence à la chirurgie. Mon champ d'action. Théâtre, d'action, le champ opératoire. Et du coup, cette double grille de lecture, donc une lecture contemplative et une lecture proactive, sur quoi puis-je agir, va tout à fait transformer notre rapport à l'image interactive, même lorsque on n'est pas en interaction. Parce que souvent on dit l'interactivité elle cesse quand je suis en train de regarder et puis elle va reprendre quand j'appuie pour tirer. Et oui d'accord, mais en attendant j'ai toujours cette double grille de lecture qui tourne en disant est-ce que celui je peux le buter? Bah non, c'est un personnage Ali. Est-ce que je peux sauter? Bah non, ça c'est un élément de décor. Et tous les jeux, les analystes de jeux disent bah regardez, ça c'est pas intéressant parce que la rivière c'est juste une représentation, je peux pas la traverser. Par contre là, cette porte je peux l'ouvrir. Je vais reprendre l'exemple de Thomas. Cette porte, il y a des portes qui sont des fausses portes, c'est juste un élément de décor. Donc vous voyez, cette double lecture, il faut vraiment la connaître. Parce que du coup, si on n'a pas ça en tête, on se trompe. Enfin, c'est pas qu'on se trompe, mais on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Les exemples de Thomas ce matin, Thomas, où on intègre les systèmes de navigation dans le corps même de l'image, en essayant d'avoir effacé ce texte, d'avoir intégré ces petits modules sur les personnages. Donc c'est vraiment une piste très intéressante, en tout cas, pour nous autres, cette question d'image, d'avoir intégré toutes ces mécaniques d'action à l'intérieur même du corps de l'image. Pour aller pas dans le sens, mais pour les musées de sciences, par exemple, je pense que un
moyen, le bon moyen pour que les gens puissent s'approprier les sciences, la technologie, c'est l'image interactive. On ne pourra pas mettre des accélérateurs de particules ou des manipes de physique un peu grosses partout. Et la clé pour permettre aux gens d'avoir un minimum de culture scientifique, parce que c'est l'image interactive et cette simulation interactive qui me préoccupe, elle est à la fois pour la recherche et à la fois pour l'enseignement et la culture scientifique. L'appropriation de ces connaissances scientifiques, elle va forcément passer par l'image interactive. Et c'est pour ça que ça me préoccupe beaucoup. Alors, et pour le coup, c'est vrai que les gens, quand ils viennent un peu dans les musées de sciences, ils restent encore en contemplation. On a parlé hier à propos de la Cité des sciences, il y a beaucoup de choses, on ne manipule pas beaucoup, alors que le palais de la découverte, c'est formidable, on manipule. Et les gens restent un peu en cette culture de ne pas toucher, de regarder, et c'est beaucoup lié chez nous en sciences au point, par exemple, de l'astrophysique ou de la biologie, où on montre des belles images. Et on reste comme ça. Sauf que ces images, elles ne disent rien. Et je pense que le fait de pouvoir manipuler ces images vont dire des choses sur ce qu'elles ont intrinsèquement. Il y a quelques questions. Oui, on peut peut-être dialoguer un peu pour parler de participation. Oui, justement, par rapport à cette question-là, je pense que c'est vrai qu'on est encore obligé d'accompagner cette interaction du public, mais que si on l'accompagne bien, qu'on la met en scène, ça peut faciliter les choses. Mais ça nécessite encore moins un accompagnement. Mais en même temps, il y a des techniques. Des questions? Étudiants, avatar ou autre, une machine, objet. Avez-vous une âme? Quelqu'un? Ok. Alors, juste pour. Ouais, une question. Donc, comment susciter la participation? C'est une bonne question. Non, s'il n'y a pas de question, juste un truc, c'est que vous voyez toutes ces images, il y a des strates et des couches, il y a de l'indiciel, il y a des indices temps réel, il y a du symbolique, il y a du figuratif. Et finalement, c'est aussi ce truc incroyable pour ceux qui n'ont pas travaillé sur ces images, c'est la possibilité de combiner des régimes de représentation, des niveaux, et aussi de configurer un rapport au monde, parce que en gros, quand vous aurez votre iPad ou des choses qui vous alertent, il vous donne une réalité visualisée, environnante, pour savoir combien d'amis, voisins, partenaires potentiels autour de moi. Là, je peux vous dire que l'image interactive va falloir ne pas être totalement capturé par elle, mais aussi s'en saisir et faire quelque chose. C'est utile. Merci beaucoup en tout cas à tous les intervenants de cette conversation. On va passer donc Étienne Armand nous quitte. On va passer la parole à Margarita.